on va démarrer je vais d'abord souhaiter la bienvenue à tout le monde pour cette troisième panel sur les inégalités de santé ou sociales en temps de pandémie. Je veux bien entendu remercier les panélistes, tous les panélistes et les baladistes, comme je les ai appelés, les personnes qui ont contribué aussi à l'enregistrement des balados qui sont autour de cette même activité. Mais ce matin, j'aurai le plaisir, et nous aurons le plaisir donc d'accueillir Michel Clair, Agnès Berthelot, Rafa et Lydia Assayam, qui vont prendre quelques minutes pour vous parler d'eux et d'elles et de leur orientation aussi, ou en tout cas du regard qu'elles vont poser. Aujourd'hui, notre panel est orienté vers les solutions. Il va sans dire que dans les panels hier, il y a des solutions aussi qui ont émergé, mais on avait décidé de mettre l'accent sur les effets, sur les mécanismes systémiques qui avaient conduit à ça et sur les pistes de solutions pour aujourd'hui. Tout est lié, bien entendu. Dans les deux panels hier, il y a beaucoup quand même de points communs. On a souligné notamment la gestion très hospitalo-centrée de la crise, qui s'est accompagnée de beaucoup d'enjeux de gouvernance dans le système de santé notamment, qui aurait cette manière de faire aurait généré des effets non désirés. On a évidemment souligné l'absence quasi totale, voire totale, d'analyse différenciée selon l'appartenance à différents groupes sociaux. Donc, malgré qu'au Québec, au Canada, on est censé appliquer une analyse différenciée dans toutes les politiques, ça n'a pas été transféré aux réactions en situation d'urgence, semble-t-il. Finalement, on a remarqué aussi, quels que soient les groupes dont les personnes nous ont parlé, donc les effets sur les personnes ayant des problèmes de santé mentale, sur les personnes handicapées, sur les personnes âgées, sur les personnes racialisées, par exemple, chaque fois, il y avait aussi un enjeu de genre qui était présent. Et donc, on peut passer à une certaine transversalité des enjeux de genre. Et évidemment, bien qu'on n'était pas sur ces deux panels-là, sur le mode solution, la réflexion était quand même présente sur on fait quoi pour que la prochaine fois, on ne recommence pas exactement ce qu'on vient de faire, alors que, et ça c'était une autre des conclusions, alors que on le savait, on n'apprend rien. J'ai oublié, j'arrête là pour le contenu, j'ai oublié de préciser que le panel est enregistré et que théoriquement, il sera diffusé à moins que nos panélistes décident qu'elle ne souhaite plus ou ils ne souhaitent plus que ce soit. Donc, l'enregistrement est démarré. Sinon, comment on va procéder aujourd'hui? Donc, on va faire un rapide tour de table pour que chaque personne se présente. Et ensuite, à tour de rôle, chaque personne va un second tour de table d'une certaine façon, mais pour aller plus en profondeur sur les questions qu'elles ont choisi d'aborder. Je dois aussi, beaucoup d'entre vous ont vu que c'est ma collègue Carole Clavier qui devait animer ce matin. Malheureusement, Carole n'est pas très en forme ce matin. On espère que ça va être juste pour ce matin, mais c'est donc moi qui la remplace. Et je suis désolée qu'elle ne soit pas avec nous. Ce que j'ai oublié de demander à nos panélistes tout à l'heure, c'est quel était l'ordre de présentation que vous aviez planifié? Bon, qui veut commencer? OK. Bravo. Bonjour, je suis Lydia Sayag, la directrice d'un organisme communautaire qui a un nom comme un jour sans pain, le réseau québécois Action Santé Femmes, qui existe depuis 20 ans. Et je vais surtout vous parler des femmes, ça vous étonne. Je vais vous présenter une analyse
d'une approche globale et féministe de la santé, vraiment faire un survol aussi sur les liens très intimes entre femmes et santé et finalement passer sur un mode de solution et comment les appliquer surtout, parce que les solutions sont très connues. Le réseau québécois est un réseau. On regroupe à peu près, on rejoint à travers nos membres à peu près 300 000 femmes. Il y a énormément de centres de femmes partout au Québec, des infirmières, des sages-femmes, toutes sortes de personnes, des syndicats, des groupes communautaires, des individus. On fait de la recherche indépendante, et je souligne 3 fois indépendante et je mets un clignotant parce que c'est assez rare, n'est-ce pas? Et on les vulgarise et on outille nos membres, donc on outille les femmes qui aident les femmes. Et on est aussi souvent consulté, on analyse les lois, les politiques, les programmes pour essayer de porter la voix des femmes en santé. Alors voilà, c'est qui nous sommes. Merci, merci Lydia. Michel, tiens. Si, merci Jeanne. Alors, bien, me présenter, Michel Clair. Moi, disons, une vie professionnelle très diversifiée en 4 grands blocs. Beaucoup dans le secteur public, que ce soit comme avocat à l'aide juridique au début de ma carrière ou sous-ministre dans différents postes par la suite ou dans les sociétés d'État. Une vie politique, j'ai été dans le gouvernement de M. René Lévesque, j'ai été à l'Assemblée nationale pendant 10 ans. Une vie associative, j'ai dirigé pendant plusieurs années des associations et je dirais une vie dans le domaine de l'entreprise privée, principalement dans le domaine des soins de longue durée. Alors, l'angle aujourd'hui avec lequel moi j'aborde le sujet, c'est donc... c'est sûr qu'inévitablement, c'est coloré par notre propre expérience. J'en retiens 4 qui, pour moi, ont coloré mon opinion, comment je dirais, donc la structuration de ma pensée. D'abord, j'ai dirigé l'Association des centres d'accueil du Québec, l'ancienne association dans les années 87 à 94, l'Association des centres d'accueil du Québec, qui regroupait les 400 établissements aujourd'hui de soins de longue durée et de réadaptation. J'ai présidé la commission d'études sur l'avenir du réseau de la santé en 2000. Par la suite, j'ai été PDG de Groupe Santé Sedna, une entreprise privée qui exploitait plus ou moins 2500 lits, soit de soins de longue durée, réadaptation, ressources intermédiaires. Et finalement, je suis président, je termine bientôt, je suis président de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement qui accueille plus de 17 000 personnes vulnérables de différents profils. Alors, c'est sûr que ça colore en quelque sorte là, mes 5 thèmes que je veux aborder à l'occasion de cet entretien. Alors, au plaisir. Merci. Bonjour, donc je suis Agnès Berthelot-Raffard, je suis professeure dans le domaine de la santé, c'est-à-dire que j'enseigne à une école de santé, de politique de santé et de gestion de la santé à l'Université York à Toronto. J'ai une perspective qui va être extrêmement philosophique. Enfin, ma perspective ne va pas être philosophique, mais en tant que philosophe, je vais plutôt aborder des problématiques que des solutions toutes faites, mais en tout cas, je vais partir plus d'une problématisation qui vient d'un intérêt pour les questions de handicap, de prise en charge des personnes handicapées, des personnes vulnérables. Donc, ma réflexion va se situer vraiment dans une éthique de la vulnérabilité et de la prise en charge des personnes vulnérables. Je vais aborder en fait 4 points. La question du travail essentiel qui a été porté effectivement par les femmes en grande partie, donc le travail de care dans les institutions de longue durée et celui des aidants informels. Évidemment, comme le soulignait M. Clair, on est tributaire un peu de notre propre expérience, puisque moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur la reconnaissance des aidants informels, donc des proches aidants. Donc, évidemment, cette question des aidants a été tout à fait centrale et on a bien vu un peu avec cette pandémie comment cette question était intégrée et jusqu'où elle était négligée. Donc, je vais parler des aidants informels, bien sûr. Je vais parler aussi de la santé mentale
et de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Voilà, donc au plaisir de ces discussions et de ces échanges. Merci beaucoup. Alors, ben, sans plus tarder, je dirais qu'on reprend le tour pour maintenant que vous nous avez promis des choses. On veut les entendre. Et après cette tournée, bien sûr, ça va être une discussion entre nous. Est-ce qu'on pourrait reprendre dans le même ordre si ça vous convient? Allons-y. Je n'ai pas des panélistes très difficiles quand même ce matin. Alors, prendre la relève de Carole à pied levé, c'est quand même pas, c'est pas une grosse tâche. Donc, Lydia, je vous laisse la parole. Merci. J'ai oublié de vous remercier d'ailleurs de nous avoir invités et de porter ce débat qui est essentiel, évidemment, pour l'avenir de la société, parce qu'on sait que même si il y a la fin, peut-être bientôt, de la crise sanitaire, les problèmes ne vont pas seulement diminuer, mais ils vont probablement augmenter pour de nombreuses années, pour de nombreuses raisons. Moi, j'aimerais, avant d'aborder des solutions, et peut-être d'essayer des suggestions de comment y arriver, juste dresser vraiment très brièvement un tableau, vraiment un survol sur les liens très, très intimes de femmes et santé. On sait que le care, je ne vous apprends rien, le care, le prendre soin est vraiment quelque chose de féminin et généralement dans notre société actuelle, il s'articule sur 3 grands axes. Le premier, c'est les travailleuses de la santé. On sait que les travailleuses de la santé, 80% sont des femmes. Le deuxième, c'est tout ce qui est le care dans l'informel, n'est-ce pas? Tout ce qui est les mamans, les sœurs, les mères, les proches aidantes, 3 grandes solitudes. Et le troisième, c'est les femmes dans les groupes communautaires. On sait que dans les groupes communautaires, il y a à peu près 80% aussi qui sont des femmes. Donc, on peut voir que ces 3 grandes on peut voir que ces 3 grandes solitudes, justement, font en sorte que chacune est prise dans un rôle qui n'est pas forcément valorisé. On peut voir que les conditions, par exemple, des infirmières n'ont toujours pas été réglées, même si elles sont des anges. Et dans les groupes communautaires, le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes a fait une étude il y a 10 ans sur la santé mentale des intervenantes face à l'accroissement des inégalités et l'accroissement des besoins et le sous-financement chronique. Et le tableau n'était pas rose. Et on a refait un bilan il y a à peine un mois. Et il s'est encore la notion de détresse psychologique, de sentiment d'impuissance, de burn-out, etc., c'est encore plus accentué. Donc, et on peut dire la même chose pour les infirmières, pour les proches aidantes, pour les mamans, etc. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est si on prend une analyse de déterminants de la santé, tous les facteurs, en tout cas tous ceux qu'on a analysés, à part la longévité et le degré de scolarité, dans tous les facteurs, la situation des femmes est en pire position que celle des hommes. Donc, on part mal, n'est-ce pas, en termes des facteurs sociologiques collectifs de santé. Troisièmement, on sait que le système de santé public accessible, qui est censé être accessible et gratuit, a été un facteur majeur d'émancipation des femmes. Si on voit un petit peu l'historique, ça a permis aux femmes justement de ne pas rester à la maison et de leur donner le choix de pouvoir poursuivre des études, de pouvoir aller sur le marché du travail. Donc, par conséquent, système de santé, et quand je dis système de santé, j'inclus aussi les déterminants, pas juste le soin, et femmes, ce sont 2 vases communicants. Dès qu'on touche à l'un, on touche à l'autre. C'est vraiment interdépendant. Et dernier angle d'analyse, c'est la médicamentation et la médicalisation des femmes. Les femmes sont habituées à consulter parce que les actes naturels de leur cycle sont médicalisés. La puberté pour avoir accès à la contraception, la grossesse avec une batterie de tests, de risques à gérer, l'accouchement, on sait qu'on a une politique très interventionniste et que la césarienne est la norme maintenant par rapport à l'accouchement vaginal, et finalement la ménopause qui est définie comme une défaillance hormonale et non pas comme un acte de sagesse du corps qui termine le cycle de la puberté.
En plus, nous sommes les principales utilisatrices, surtout en vieillissant, des soins de santé et des consommations de médicaments, particulièrement en santé mentale, où on consomme entre 2 et 3%, 3 fois plus d'antidépresseurs, d'anti-anxiolytiques, 5 fois plus d'antipsychotiques, bref. Okay? On médicalise les problèmes sociaux et les femmes sont particulièrement visées là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait avec un système de santé qui est d'abord basé uniquement sur les soins de santé, qui n'est pas basé sur la prévention, moins de 2% du salaire, du budget de la province va en prévention. Et quand ça va en prévention, il a été augmenté récemment, prévention veut dire vaccination. On ne parle pas de prévention primaire, c'est-à-dire de vraiment éviter et réduire les maladies chroniques et les problèmes de santé. Pour passer maintenant aux solutions, je vais y aller très vite parce qu'elles sont très connues. On ne va pas réinventer la roue. Ça fait longtemps, les débuts de la santé publique commencent au milieu du 19e siècle. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut faire de la promotion de la santé, qu'il faut intervenir sur les déterminants sociaux, qu'il faut absolument ne pas être hospitalocentriste et que ça soit un des services de proximité, un peu la mission des CLSC. Ça fait longtemps qu'on sait que le système qui marche, c'est bottom-up, c'est-à-dire partir des besoins des gens et remonter dans la hiérarchie pour ensuite aller au gouvernement. On sait tout ça. On sait comment le faire aussi. Les pays scandinaves, l'Écosse, le modèle australien, je n'élaborerai pas là-dessus, mais à moins qu'il y ait des questions. Bref, on sait quoi faire. Et la crise sanitaire a encore plus accentué ces inégalités, a encore plus affecté les femmes et a montré les déficiences du système qui étaient déjà connues. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment faire, puisqu'on sait quoi faire, on sait c'est quoi les problèmes, pourquoi ça ne marche pas? La réponse est claire, il n'y a pas de volonté politique et il y a des pouvoirs en jeu qui sont majeurs. Les pouvoirs corporatistes, en particulier des médecins, les influences des industries pharmaceutiques et des industriels pèsent extrêmement lourd dans les choix politiques en santé. Il y a énormément de problèmes d'éthique en termes aussi de la recherche, en termes de santé publique. On est face à un mastodonte dinosaure qui n'est absolument pas au courant ou qui ne veut pas être au courant des réalités du terrain. Moi, je pense, et au Réseau québécois d'action pour la santé des femmes, on pense, et beaucoup d'entre nous pensent, qu'il faut une deuxième révolution tranquille. C'est-à-dire, la première révolution tranquille, n'est-ce pas, était pour dissocier l'État de l'Église. Ben maintenant, il faut dissocier les influences des industriels, des pharmaceutiques, des médecins de la santé. Et comment on peut le faire? Eh ben, c'est opposé à la peur, puisque c'est surtout le discours de peur qu'on a entendu dans cette pandémie, opposé à la peur, la solidarité. Opposé à la peur, le fait de ne pas travailler en silo, de mélanger l'urbanisme avec le travail social, de mélanger, et on le voit au niveau des villes, on les voit au niveau de beaucoup d'initiatives comme Villes et Villages en santé, que ce soit à Montréal ou d'autres endroits où, quand on pense local, et quand on s'adapte aux besoins sans beaucoup de moyens, même probablement avec moins de moyens, parce que vous savez que la prévention coûte moins cher que le curatif, beaucoup moins cher que le curatif. Donc, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de choix idéologique. Donc, il faut revenir à la base. Ça va prendre du temps, ça va faire mal, mais comme pour l'environnement, si on ne fait pas ça, ben c'est simplement la catastrophe qui va continuer. Donc, je ne vais pas beaucoup, je vais juste terminer en vous disant que à cause de cette relation très intime de femmes et santé, le mouvement de la santé des femmes dont nous sommes les fiers héritières, ont articulé à travers les ont articulé 8 axes. Je parle avec mes mains, hein, donc j'accroche un peu tout, désolée. Ont articulé 8 axes de l'approche globale et féministe de la santé, mais qui s'appliquent à tout être humain. D'abord, justement, l'être humain est un tout. Arrêtons de le couper en petits morceaux, impliquant toutes les conditions sociales, les conditions de vie, santé mentale, santé physique, vision holistique et spiritualité, parce que c'est important de donner sens à notre vie et d'être en relation, en harmonie avec les uns les autres en relation. La deuxième chose, une approche de promotion de la santé et de déterminants.
Le troisième axe, c'est basé sur le consentement, un véritable consentement libre et éclairé, donc accès à des informations de qualité et accessibles. Ensuite, c'est l'auto-santé. Et quand on parle de l'auto-santé, ce n'est pas décider quelle pilule rose ou jaune on va prendre aujourd'hui. On parle de vraiment une prise en charge de sa santé. Et on le voit avec nos membres, on le voit avec les groupes. C'est ce que veulent les femmes. On parle aussi d'autonomie, d'avoir aussi une vision critique des savoirs. La maladie et la santé, ça existe depuis le début de l'humanité. Il y a toute une série de solutions, une série de médecines qui ont été testées pendant des millénaires et dont il faudrait peut-être s'inspirer. Et une ouverture, donc une vision critique des savoirs et une ouverture sur les médecines alternatives et complémentaires qui travaillent beaucoup plus en termes de promotion, de prévention et qui coûtent à la longue aussi beaucoup moins cher. Alors, je vais terminer là-dessus, mais je sais que j'ai été très brève, mais je suis ouverte à la discussion. Merci. Bon. Merci beaucoup, Lydia. Et je pense qu'on a bien hâte, oui, de discuter, mais je crois qu'on va avoir d'autres arguments. De la part d'un autre avocat, Agnès, je fais passer les avocats avant les philosophes, il faudrait peut-être m'interroger. Donc, de la part d'un autre avocat, Michel, allez-y. Merci. Merci, Joanne. Et puis, avocat à la retraite, et c'est très loin derrière moi quand j'étais jeune avocat à l'aide juridique à Drummondville. Alors, j'aurais dit ma perspective. Moi, j'ai eu quand même l'occasion d'avoir pas mal de vécu dans l'univers des soins de longue durée. Et les points que je vais faire, les solutions que je vais aborder, c'est très influencé par la perspective vraiment de tout le continuum de soins de longue durée. Et quand je dis tout le continuum, ça veut dire tous les services qui sont requis pour des personnes fragiles ou vulnérables qui, à domicile, en quelque milieu que ce soit ou en hébergement, ont besoin de soutien, d'assistance et de soins en continu. Donc, ce n'est pas juste l'hébergement dans des CHSLD. Quand je parle de soins de longue durée, c'est vraiment tout le continuum de services pour des personnes fragiles ou vulnérables. C'est ma perspective. Alors, je commence par des déclarations au choc, mes 5 points. Le premier constat que je veux vous partager, c'est que le Canada, le Québec ou les Canadiens, les Québécois, Québécoises, nous sommes pingres à l'échelle mondiale à l'égard de notre effort financier pour soutenir les personnes vulnérables et fragiles. Pourquoi je dis ça? Je vous réfère simplement à l'étude de l'Institut sur le vieillissement du Ted Rogers School of Management de Toronto, qui publiait en 2019, à la fin de 2019, des données super intéressantes. Je vous en partage juste 3 ou 4. Quand on regarde le pourcentage du PIB des pays de l'OCDE consacré au continuum de soins de longue durée, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le Québec et le Canada. Le Canada, il est à 1,2 % de son PIB. Donc, 1,2 % du PIB est destiné à des services pour des personnes qui ont des besoins de soutien, d'assistance, de soins de longue durée à domicile ou ailleurs. Ça se compare comment? Ça se compare à une moyenne de l'OCDE de 1,7. Donc, un demi-point de pourcentage de PIB de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. C'est bon de se rappeler qu'un demi de 1 % à l'échelle du Québec, avec un PIB de plus ou moins 400 milliards, c'est 2 milliards de dollars. À l'échelle canadienne, on parle de plus ou moins 8 à 10 milliards de dollars. On aime souvent se comparer avec les pays scandinaves. Bien, la moyenne des pays scandinaves là, est plus autour de 2,5 % du PIB, le double de ce que nous consacrons à des soins, soutien, assistance en continu pour des personnes vulnérables. Maintenant, est-ce que
ce chiffre-là, ces chiffres-là, qui sont très lourds de conséquences, est-ce que c'est récent que le Canada, le Québec sont dans cette situation-là? Dans la même étude, on compare en termes réels la tendance, l'augmentation annuelle entre 2005 et 2015. La moyenne d'augmentation annuelle de l'OCDE pour ces personnes, pour ces dépenses-là, a été de 4,6 % par année. Au Canada, 2 %. Qui est derrière nous? Les États-Unis, l'Islande, la Hongrie. Il n'y en a pas d'autres dans les pays de l'OCDE. Donc, ça veut dire que nous avons une tendance depuis de nombreuses années à être pingres à l'égard des personnes vulnérables qui ont besoin de soins de longue durée, encore une fois, au sens où je le mentionnais. Alors, pas surprenant que quand on regarde notre petit 1,2 % du PIB qu'on consacre, que 87 % de la masse s'en va dans de l'hébergement et dans des CHSLD et un peu dans des ressources intermédiaires. On épingle, quelle est la solution? Moi, ma solution est assez simple. C'est de dire, dans le fond, le Canada, M. Trudeau, notre premier ministre, s'est intéressé beaucoup là, à la faveur de la pandémie, à ce qui se passait dans les soins de longue durée en hébergement, mais c'est beaucoup plus large que ça. Moi, je me dis, l'heure est probablement venue pour que le Canada envisage, tout comme il a créé un système d'assurance chômage, il y a maintenant, ou d'assurance emploi, il y a maintenant bientôt 80 ans, ça va faire 100 ans bientôt même. De la même manière, je pense, moi, qu'il faut que le Canada se donne une perspective à cet égard-là et plutôt que juste d'imaginer des normes additionnelles, réfléchir à du financement additionnel et à des mesures d'équité, j'y viendrai. La deuxième, c'est que, Lydia y faisait indirectement référence, on a une fâcheuse habitude, les Québécois et nos gouvernants, à pratiquer à l'égard de notre démographie, notamment, l'aveuglement volontaire. Moi, je le dis sans aucune prétention, la vie a fait que j'ai été dans ce domaine-là des soins de longue durée pendant une grande partie de ma vie, soit comme acteur, soit dans l'univers associatif, soit comme entreprise privée, président d'une commission d'études ou après chef d'entreprise. Alors, pour moi, il y a une sorte d'aveuglement collectif volontaire et vous savez quoi? Je crains que la pandémie ne serve, dans le fond, qu'à renforcer cet aveuglement volontaire. Quand je lis ce matin ou à quelques jours d'intervalle, le Canada sur la Lune est tout près d'ici, le 3e lien sous le fleuve Saint-Laurent. Bon, on parle de 12 milliards de dollars, c'est presque rien. Hein? Alors, et où est le projet collectif de chantier de la décennie ou de chantier du siècle pour dire on va avoir un chantier orienté sur la dignité des personnes vulnérables. Alors, donc, ma solution, moi, je me dis sur ça, là, pour briser l'aveuglement volontaire, il est essentiel qu'on ait beaucoup plus qu'une enquête du coroner sur des cas particuliers qui, dans le fond, ne servent qu'à diriger la vindicte populaire vers les pauvres personnes qui étaient en action dans les CHSLD ou les RPA ou les ressources intermédiaires qui se sont écrasées pendant la pandémie. Ce n'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin d'une analyse systémique pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et développer des solutions qui, comment je dirais, donc, qui examinent le système et qui proposent des avenues pour que les choses qui se sont produites ne se reproduisent plus. Donc, ça, c'est le deuxième. Si on veut changer les choses, il faut que collectivement, on soit capable de mieux comprendre ce qui s'est passé dans ces milieux-là et aussi à domicile, pour toutes les personnes là, qui étaient à domicile, qui ont été isolées,
c'est silence radio là-dessus, hein? Il n'y a pas d'enquête de rien, là. Alors, quand on a simplement à dire aux ESAB, là, aux entreprises d'économie sociale, vous cessez le service à domicile, je n'ai plus entendu parler, ça a été fini là. Donc, il faut qu'il y ait une analyse rétrospective sur ce qui s'est passé et prospective si on veut vraiment être capable de mieux faire la prochaine fois. Le troisième, on est docile et on se satisfait d'un monopole d'État qui est de plus en plus centralisé et autoritaire. On n'est vraiment pas, pour moi, dans la bonne direction. Et comme le disait Lydia auparavant, moi, je ne vois pas là, comment je vous dirais, je ne vois pas de solution dans cette centralisation-là. Au contraire, qu'est-ce que ça prend pour moi? Il faut que l'on retourne, il faut que l'on redonne du pouvoir à l'échelle locale pour renforcer, permettre à la solidarité citoyenne de s'exprimer et de pouvoir répondre aux besoins actuels de la société. Deux grands besoins, là, deux grandes réalités. Là. On le voit bien, c'est des enquêtes là, que les personnes vulnérables, c'est des personnes souvent de grand âge, il y en a ailleurs aussi, mais souvent de grand âge et dans la jeunesse, dans la prime jeunesse. Alors, moi, je me dis, il faut qu'on revienne à l'esprit de base des CLSC et que l'on entreprenne une démarche collective pour que les personnes dans les communautés, dans les territoires de CLSC, les territoires d'appartenance, se réapproprient leur démographie et leurs services de première ligne. Une stratégie, faire comme quand, moi, ça fait longtemps, mais l'aménagement du territoire, là, il y a eu la création de 95 groupes de travail avec toutes les données à l'époque pour élaborer des schémas d'aménagement du territoire. Je rêve que l'on puisse avoir une approche semblable pour la réponse aux besoins actuels des personnes vulnérables. C'était le troisième point. Le quatrième, malheureusement au Québec, moi, je ne suis un partisan, ni un adversaire, ni du public, ni du privé, ni du coopératif, ni du communautaire. Je suis un partisan de l'accès équitable des citoyens à des services aussi sécuritaires, soumis aux mêmes normes, quel que soit le type d'organisme qui délivre le service. Autrement dit, au Québec, on a une vision manichéenne présentement du public, du privé. Je pourrais, si vous voulez, s'il y a des questions là-dessus, là, comme je vous dis, ça fait 10 ans, là, dont 5 que je suis retraité, moi, que je suis président de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement, qui regroupe plus ou moins les 2/3 des entreprises familiales ou privées et 1/3 des OBNL. Écoutez, la discrimination à l'égard systémique, à l'égard des personnels puis des ressources de ces organisations privées, mais d'intérêt public par rapport au secteur public, c'est pas favorable. Il faut qu'on en vienne à avoir les mêmes normes, les mêmes indicateurs de qualité, les mêmes indicateurs de sécurité dans le cadre, mais avec une pluralité de fournisseurs de services. Il me reste 3 minutes. Au Québec, on a tendance à infantiliser les personnes, hein, dans les personnes vulnérables. Quelle est notre approche? Quelle est l'approche qui prévaut dans d'autres sociétés? Nous, ici, l'approche, c'est qu'on a un grand souci de bien budgéter les institutions, les établissements. On donne du budget à des organisations et c'est elles qui ont charge de répondre aux besoins des personnes. Si on regarde là, dans d'autres sociétés, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, pour les personnes âgées notamment, bien, on va plutôt avoir des allocations. On a, en France, ils appellent ça l'APA, l'allocation pour autonomie.
on va plutôt faire transiter les ressources financières en appui à la personne qui va faire ses choix, qui va pouvoir choisir différentes formes de réponse à ses besoins, plutôt que de lui dire « par ici, monsieur, par ici, madame, c'est là que vous allez, c'est ça dont vous avez besoin ». Alors, il y a tout un paradigme à changer, selon moi, pour toutes les personnes et parfois même pour les familles, quand la personne n'est plus apte à décider elle-même. Nous devrions prendre du pouvoir qui est présentement dans la bureaucratie centralisée pour, dans un premier temps, décentraliser dans des organisations territoriales plus petites avec une vraie capacité de décider pour construire, travailler sur la solidarité, améliorer la solidarité locale dans un premier temps et dans un deuxième temps, donner du pouvoir aux individus pour qu'ils puissent exercer leur choix de fournisseurs de services, mais avec une condition. Les mêmes normes, l'évaluation, l'agrément, ou peu importe comment on dit ça, là, les normes qui sont applicables doivent être les mêmes à l'égard de tous les opérateurs, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, avec ou sans but lucratif, les mêmes règles pour tous. Je pense que autrement, c'est comme une présomption que vous savez, quand les hôpitaux étaient gérés par les communautés religieuses, a priori, les anciens gouvernements disaient « c'est sûrement bien fait, c'est fait par des religieux ». On sait ce que ça donnait. Ben, moi, aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est administré par l'État que c'est sanctifié automatiquement. Il faut qu'il y ait une indépendance dans l'évaluation de la prestation des services. Voilà, j'ai dépassé mon temps. Comme toujours, il faut courir après le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Et maintenant, c'est le tour de la philosophie. Agnès, merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a eu des choses vraiment fort intéressantes qui ont été dites à l'instant à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, moi, au moment de la pandémie, en fait, il y a des thèmes, évidemment, que c'est sûr que la plupart des thèmes dont on parle aujourd'hui, comme l'a souligné Madame Assayag, c'est effectivement des termes qui ne sont pas apparus avec la pandémie, mais pour lesquels la pandémie a été des révélateurs d'enjeux qui ont été totalement soit impensés, soit négligés, soit on a fait effectivement, on a fait de l'aveuglement volontaire à l'égard de ces choses et on a considéré que ce n'était pas important ou qu'on pourrait les résoudre d'une certaine manière un peu plus tard. Donc, c'est sûr qu'il y a des urgences. Cette crise sanitaire a montré qu'il était nécessaire de corriger des inégalités sociales pour réduire en fait les facteurs de vulnérabilité au sein de nos sociétés. Évidemment que ça crée une urgence parce que forcément la crise a aussi apporté enfin, il y a plein de considérations économiques qui vont évidemment arriver d'ici ces prochaines années. Et on va sortir de la crise du point de vue sanitaire, mais on va forcément rentrer dans une autre crise. Je ne veux pas non plus être pessimiste, mais il faut quand même le prévoir. Il y a différentes choses, moi, qui m'ont particulièrement marqué. D'abord, la place que l'on accorde au travail de care auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Donc, effectivement, toute la question des travailleurs essentiels dans les centres de soins de longue durée pour les personnes âgées, la place des aidants informels dans les structures de soins, la voix aussi des personnes en situation de handicap et la santé mentale qui m'ont semblé être trois éléments particulièrement, disons, trois éléments sur lesquels je crois que nous devrions travailler. Alors, c'est sûr que quand le confinement a été décrété, on a vu apparaître une catégorie de travailleurs, je dirais, d'abord, on a parlé beaucoup de travail essentiel, mais du coup, cette notion de travail essentiel a fait émerger en fait trois catégories de travailleurs. D'abord, les privilégiés qui pouvaient continuer leur activité productive en passant directement en mode virtuel, les travailleurs qui ont été privés de leur source de travail et de leurs revenus en raison du fait que c'était intransférable, donc il y avait soit les activités ne pouvaient pas se faire à distance, soit il y avait des fermetures décrétées par le confinement. Et puis, il y a eu la troisième catégorie, celui des travailleurs essentiels.
Et qu'est-ce que la notion de travailleur essentiel a fait émerger? Ça a fait émerger en fait la centralité du travail de soins. Alors, quel type de travail de soins dont je parle? Évidemment, celui dédié aux soins directs à la personne, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, mais aussi, on peut considérer les livreurs de nourriture, hein, puisque les restaurants étant fermés, il y a eu des gens qui ont dû livrer la nourriture pour certaines personnes. Les soins qui sont dédiés au milieu et à l'environnement, donc évidemment, on a vu apparaître tout un tas d'embauches pour désinfecter les espaces hospitaliers, les magasins. Évidemment, il y a le travail essentiel des cols bleus pour les aqueducs, pour les poubelles qui ne pouvaient pas être interrompus. On continue de prendre soin de notre monde, de notre milieu, de notre environnement. Et puis évidemment, les travailleurs essentiels sont aussi les psychologues, les travailleurs sociaux, ceux qui sont chargés de maintenir les liens sociaux, de maintenir les relations et qui sont en charge du bien-être émotif des personnes. Mais dans cette opération d'émergence d'un nouveau corps de métier, finalement, on a vu aussi apparaître un portrait en fait beaucoup plus réel et beaucoup moins contrasté de la dimension genrée et racialisée du travail. Donc, on a remarqué effectivement, comme le soulignait Madame Assayag, la centralité des femmes dans ce travail, la centralité des personnes racialisées et immigrantes, pendant que le premier corps, c'est-à-dire les privilégiés, étaient chez eux et pouvaient se permettre de se protéger au mieux d'une infection à coronavirus dans le confort de leur foyer, ces femmes, ces personnes racialisées et migrantes ont continué de porter le monde sur leur épaule, en quelque sorte, pendant tous ces mois. Si on s'en tient, évidemment, alors donc qu'est-ce que ça a un peu exemplifié? Ça a exemplifié que d'abord, ces 20-30 dernières années, on a beaucoup compté sur une division internationale du travail, donc pour le soin dans les institutions. Donc, il y a des individus qui ont immigré dans les pays du Nord et dont le Québec fait partie. Donc, des individus ont immigré ici et ils ont remplacé, en fait, disons qu'ils ont été transformés en fait en des sources de profit au service d'une économie capitaliste du soin. Une économie capitaliste du soin parce que il y a eu dans les années 80-90 une désinstitutionnalisation massive. Donc, du coup, le système de soins, c'est un petit peu plus… on a beau être dans des services publics, mais il y a aussi des services qui sont donnés dans des ressources intermédiaires ou des ressources privées. Donc, il y a quand même une économie capitaliste qui soutient tout cela en arrière-fond. Alors, c'est sûr que pour le travail du CARE, on a bien compris qu'il avait été édifié finalement au fil de ces dernières années, de ces 20-30 dernières années. Il y avait une édification d'un nouveau prolétariat culturel qui était basé sur l'extorsion de la force de travail de femmes qui sont dans des situations de migration, de femmes dont il est quand même important de rappeler que souvent ce sont des femmes qualifiées dans leur pays qui ont reçu des formations et qui se retrouvent par la force de la vie à être assignées aux tâches de care. Donc on a véritablement vu qu'il y avait une fuite des cerveaux de certains pays du Sud vers nos pays. Et ces fuites des cerveaux, c'est ce qu'on appelle aussi le care drain, c'est-à-dire la fuite du care. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de ça, mais ça pose la question de l'instrumentalisation de femmes réfugiées immigrantes que nous faisons pour la survie des personnes âgées québécoises et pour notre propre survie, puisqu'elles font en quelque sorte le travail à notre place. Cette crise a aussi permis de réfléchir un petit peu plus à la centralité et à la nécessité des aidants informels pour la prise en charge des aînés et des personnes en situation de handicap. Parce que ces personnes-là se sont retrouvées effectivement privées, les personnes en situation de vulnérabilité se sont retrouvées privées de leurs aidants. Ils n'ont pas pu recevoir les soins appropriés. Et on l'a vu, on a beaucoup insisté là-dessus, je crois, le fait qu'il y a des personnes âgées qui, dans les centres de longue durée, sont mortes sans avoir pu bénéficier de la présence sécuritaire de leurs aidants. Et on a bien vu que les aidants n'étaient autorisés qu'au cas où les personnes étaient atteintes du coronavirus. Puis une fois la personne âgée reprenait des forces, puis une fois qu'elle avait repris des forces, là, on remettait le protocole d'interdiction des visites. Donc, il y avait comme ça des sortes de paradoxes un peu en même temps. Donc,
et qui révélait on a besoin des aidants comme des éléments essentiels au système de soins, mais en même temps, ils sont à la fois du dedans et ils sont à la fois du dehors, une fois qu'on n'a plus besoin d'eux auprès des personnes malades, des personnes âgées, malades ou handicapées, on les renvoie chez eux et puis on coupe ce lien. Donc, la première chose que moi, ça m'inspire, c'est l'idée vraiment de dire, on a quand même vu la centralité du care et donc il faudrait peut-être repenser, revaloriser le care et peut-être revoir un peu la manière dont on conçoit le travail informel, la manière dont on conçoit le travail de soins formels. Donc, revoir aussi, revoir revaloriser le care. Parce qu'effectivement, on a bien vu aussi que les personnes qui faisaient du care formel passaient d'une institution à une autre. On a aussi, le gouvernement a décidé de faire un programme pour lequel il offrait une meilleure rémunération pour attirer des nouvelles personnes à jouer le rôle de préposés aux bénéficiaires. Mais attirer ces personnes avec une meilleure rémunération, c'était aussi, paradoxalement, reconnaître que la rémunération de ces travailleurs dans le système n'était pas suffisante par rapport au travail qu'ils ont fait. C'est sûr que donc il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus pour pouvoir justement aller, sur mon deuxième point, qui est la prise en charge des personnes en situation de handicap. Mais avant tout, il y a aussi, pour parler du soin formel aussi, il y a aussi toute la question des systèmes de protection sociale existants, parce que c'est sûr qu'on a vu des travailleuses qui n'avaient pas toujours les moyens de pouvoir se permettre des arrêts de travail rémunérés. Voilà, donc il y a plein de choses qui seraient à revoir sur les conditions d'employabilité, les conditions d'emploi des personnes qui réalisent le travail de care formel et la question de l'inclusion des aidants informels comme des éléments essentiels aux soins, parce que d'un côté, leur statut est tout à fait est très, très peu clair. Le deuxième élément, c'est il m'a semblé que les personnes âgées, les personnes handicapées ont été les grands laissés pour compte de cette crise sanitaire. D'abord, dès qu'il y a eu les campagnes de sensibilisation contre la Covid, pour expliquer les mesures sanitaires, ces campagnes n'ont pas du tout été inclusives. C'est-à-dire, on a bien vu qu'on s'adressait à la population, mais on s'adressait à une population valide, à une population capable d'entendre, capable de voir. Il n'y avait pas de signaux pour les malvoyants, pour les personnes qui avaient des problèmes de handicap visuel. Il n'y avait pas de langue des signes. Ça a dû être un appel au départ. Les discours gouvernementaux étaient donnés sans ces éléments-là. Lorsqu'on a parlé des soins aussi, des manières, qu'est-ce qu'il fallait appliquer, quels sont les gestes barrières, on n'a pas nécessairement mis l'accent non plus sur les gestes barrières pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, je n'ai pas vu de choses sur la désinfection des fauteuils roulants, par exemple, considérant qu'un fauteuil roulant, c'est une surface à usage très fréquent. On n'a pas non plus, évidemment, une personne qui est malvoyante, elle a besoin de toucher l'environnement, puisqu'elle a besoin de se repérer visuellement, et ça passe aussi par le toucher. Donc, et le toucher, ce sont les surfaces. Donc on n'a pas du tout abordé ça. Je n'ai rien vu à cet effet-là. Et aussi, ces personnes-là sont souvent accompagnées d'une autre personne. Donc, évidemment, la distanciation sociale a aussi augmenté leur difficulté d'accès aux services, leur difficulté d'accès aux personnes ressources. D'un autre côté, donc ça, bien sûr, tous les services qu'ils avaient à domicile ont été coupés. Certains services, du fait de l'impossibilité de maintenir une distance sanitaire, certains services n'ont pas pu, par exemple des services de nettoyage, d'hygiène corporelle, n'ont pas pu se faire. Et on peut imaginer que pour certaines personnes aussi, le port d'un masque a pu être aussi un obstacle. Évidemment, sur le plan économique, là, je dirais qu'il y a les éléments pratiques et techniques, mais sur le plan économique, on se rend compte que, bien sûr, les personnes handicapées dans notre société sont souvent des personnes sans emploi, ce sont ceux qui vivent avec, en général, sous le seuil de pauvreté, qui ont beaucoup de mal à s'insérer dans le milieu du travail. Mais quand vous regardez les mesures économiques qui ont été
ont été posées, aucune mesure économique au moment même du début de cette pandémie n'ont été à destination de ces personnes. Donc, il n'y a pas eu de prestation d'urgence pour ces personnes-là. Et alors qu'il y a avoir une prestation d'urgence aurait pu permettre de combler des services manquants. Par exemple, une personne qui a un aidant qui lui fait la cuisine, bah, s'il avait une prestation, il aurait pu recourir à un service de livraison de plats préparés, par exemple. Ce sont des petites choses comme ça auxquelles on n'a pas du tout pensé. Donc, ça a été vraiment un angle mort extrêmement important de la pandémie. Et lorsque, en septembre dernier, le gouvernement canadien a enfin reconnu le besoin des personnes en situation de handicap par une prestation d'un très, très faible montant, il s'est trouvé que cette prestation a été les conditions pour accéder à cette prestation ont été extrêmement draconiennes et les personnes en plus, pour permettre d'atteindre les populations visées et les personnes aussi, en raison du manque de communication, n'ont pas pu atteindre. Alors, qu'est-ce que cela inspire? Ça inspire plusieurs choses pour moi. Le fait que d'abord, il faudrait repenser l'offre de services qui est donnée aux personnes en situation de handicap, mais il faudrait aussi penser à des solutions pour que si une crise sanitaire se reproduit ou se prolonge, ces personnes puissent continuer d'avoir un continuum de soins. Par exemple, on pourrait penser à des ressources technologiques pour assurer la continuation des soins, pour s'assurer que les personnes ne sont pas dans l'isolement, qu'ils se rappeler, par exemple, ne serait-ce que rappeler aux personnes de prendre des médicaments. Si une personne a une maladie dégénérative et cette personne doit prendre des médicaments à des heures régulières, normalement, il y a quelqu'un préposé qui vient tous les jours lui donner les médicaments, lui dispenser les médicaments pour la journée. Là, cette personne a perdu ses services. Donc, effectivement, il aurait pu y avoir des solutions technologiques. On a pensé à la technologie pour tout le monde, mais absolument pas pour ces personnes. Donc, ça invite à revoir un peu les conditions dans lesquelles, l'oubli qu'on a pour ces personnes. Il y a un autre élément qui m'a beaucoup frappé pendant cette crise. L'OCDE, pas l'OCDE, pardon, l'Organisation mondiale de la santé avait prédit, et la pandémie a réalisé cette prédiction, qu'en 2020, la dépression serait la maladie la plus importante avant le cancer. La maladie la plus répandue et vraiment l'urgence de santé numéro 1. Donc évidemment, avec la pandémie, ça a pris une forme vraiment réelle. Mais là aussi, on est aussi dans une situation où on paye un peu c'est sûr que le fait d'être isolé avec la distanciation sociale, ça désœuvré parce que le monde du travail n'en a plus les mêmes repères. Donc c'est sûr que ça a ouvert certaines personnes à voir leur propre fragilité. C'est certain que la situation a créé des fragilités, mais la situation a aussi permis de reconnaître des fragilités qui étaient masquées par la vie de tous les jours, par les relations sociales, par le fait d'aller au travail tous les matins, de sortir, de faire des activités. Ça, c'est un fait, mais il y a quand même un fait qui est quand même important et je pense qu'il va falloir vraiment y penser, c'est que tous ces travailleurs essentiels, toutes ces personnes, les aidants informels qui ont été privés de s'occuper de leurs proches, qui n'ont pas pu le faire, toutes les personnes qui font du travail essentiel, qui soutiennent le monde aujourd'hui, ces personnes-là, à un moment donné, elles vont se retrouver en burn-out. Et je pense que ça, c'est une question dont on devrait se pencher vraiment de façon sérieuse, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'il y a pour l'après, pour les travailleurs essentiels et particulièrement les travailleurs dans le système de santé. Parce que c'est sûr qu'il y aura probablement, et on peut peut-être l'envisager, il y aura peut-être des syndromes post-traumatiques de cette situation. Donc, la santé mentale devrait être, me semble-t-il, des mesures appropriées pour accompagner les personnes aussi qui ont vécu un deuil en temps de pandémie, qui n'ont pas pu s'astreindre au rite de départ, qui n'ont pas pu se retrouver avec leurs proches. Donc, je pense que la pandémie a vraiment ouvert une brèche et que cette question de la santé mentale qui était déjà
un risque majeur pour nos sociétés. Là, vraiment, on est face à cette réalité-là. Donc, il faut préparer, je dirais que ça, c'est un élément sur lequel il faudrait préparer l'après, en fait, véritablement. Je vais m'arrêter là parce qu'on aura peut-être le temps de développer dans le moment de discussion. Certainement. Merci beaucoup, Agnès. Je vous invite, tout le monde, à proposer des questions, demander la parole. Vous pouvez, bien entendu, écrire dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main et prendre la parole. Vous pouvez aussi ouvrir vos caméras. C'est peut-être plus sympathique pendant la discussion que de parler à des petits carrés noirs. Il y a déjà une question dans le chat de Jean-Noël Bérubé. Ah, oui, merci, Kate. C'est une question qui s'adresse à Michel. Donc, je ne sais pas si je la lis ou vous la lisez vous-même. En gros, maintien à domicile chez HSLD, plan stratégique, c'est le titre, la question. Avec le vieillissement presque exponentiel de la population québécoise et les ressources financières de plus en plus limitées des gouvernements, faut-il adopter le plan stratégique systémique social de prioriser dès maintenant le système de maintien à domicile, comme dans les pays scandinaves, plutôt que le système du régime public, des CHSLD qui deviendra de plus en plus impossible à financer avec les... Bon, c'est une question qui a une réponse dedans, mais on va écouter la vôtre. Alors, c'est une bonne question. Maintenant, d'entrée de jeu, il y a une grosse erreur de perspective quand on parle que les pays scandinaves sont orientés vers le soutien à domicile. L'erreur de perspective, c'est qu'ils mettent 2,5 % de leur PIB. Donc, ils ne font pas moins d'hébergement et de soins de longue durée. Ça, c'est une erreur de perspective, là, vraiment. Alors, il faut voir en Suède le développement qu'il y a eu par même là, des très grosses organisations privées comme Attendo ou d'autres qui ont développé, sous l'autorité, bien sûr, des autorités régionales de la Suède, des soins de longue durée, d'hébergement qui correspondent aux besoins de la société. Mais comme ils dépensent beaucoup plus, eh bien, c'est sûr que les soins, le soutien à domicile est beaucoup plus développé également. Donc, si vous allez voir là, dans les données de l'Institut sur le vieillissement de Toronto, là, dont je parlais tout à l'heure, vous allez voir, moins on dépense, plus le pourcentage qui est consacré à l'hébergement à soins de longue durée est grand parce que c'est évident, c'est le minimum que les États peuvent faire. Offrir un hébergement aux personnes qui sont, je dirais, dans les derniers mois de leur vie, dont 85% souffrent de déficit cognitif majeur. Maintenant, il faut aussi là, bien comprendre que il y a, dépendant des politiques démographiques aussi, puis d'immigration, puis d'offres de services, c'est sûr qu'il y a un point où offrir des services à domicile dans le territoire de Bellechasse ici, ou encore moins peuplé du Bas-Saint-Laurent, il y a un coût très, très élevé et une inefficience systémique à offrir des services à domicile. C'est très différent selon le milieu dans lequel on est parce qu'un même préposé ou une même infirmière qui doit passer 4 heures par jour sur la route, eh bien, je dis, compte tenu de la pénurie de ressources, il faut y penser à 2 fois. Il faut tenir compte du point le plus faible dans l'offre de services, qui est la rareté des ressources humaines, pour organiser la prise en charge. Donc, c'est un équilibre à atteindre. Il n'y a pas de formule magique et il faut tenir compte de la nature des territoires. Mais oui, certainement, autant que possible, les personnes doivent demeurer à domicile avec un support approprié. Et pour qu'on puisse le faire d'une manière efficiente, je reviens à ce que je disais aussi, ça n'est pas
à une autorité centrale de décider qu'on va distribuer comme ça là, tant d'heures de soins à domicile dans le territoire, puis c'est tout. Il faut plutôt remettre la personne qui a des besoins dans le siège du conducteur avec des ressources financières suffisantes pour qu'elle puisse contribuer au moins à faire le choix le plus intelligent, le plus approprié dans son contexte. Merci, merci beaucoup. Ça rejoint, avant de vous donner la parole, Lydia, ça rejoint beaucoup aussi ce que nous disait hier. Bon, moi et la mémoire des noms, c'est toujours très bon. Donc, ce que nous disait Henri Dorville à propos des personnes ayant des difficultés de santé mentale et de leur donner accès. Et il nous présentait littéralement des résultats où, quand on a favorisé une certaine désinstitutionnalisation, quand on donnait directement aux personnes, finalement, les moyens de choisir ce qu'elles voulaient, un peu comme vous le décrivez, lui nous montrait hier que c'était beaucoup plus efficace et que ces personnes-là avaient beaucoup moins de difficultés à s'insérer socialement dans ce contexte-là. Il y a des choses qui se rejoignent dans les propos qui sont partagés ici. Lydia. Micro. Oui, merci. Si vous me permettez, je vais essayer de répondre à la question qui n'a pas été posée, mais qui était indirectement dans cette question. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de considérer vieillesse avec maladie chronique. Ce n'est pas une malédiction. On ne peut pas éliminer la maladie, on ne peut pas éliminer la perte d'autonomie qui va graduellement avec la vieillesse, mais il y a énormément de choses qu'on peut prévenir. Ça se fait, on peut diminuer le cancer, on peut diminuer les crises cardiaques, on peut diminuer le diabète, l'Alzheimer, ça se fait, ce n'est pas de la magie. Mais pour ça, il faut avoir une autre vision et dès le départ, concevoir nos milieux de vie, concevoir nos milieux de travail, concevoir un système qui ne mise pas, qui ne met pas toutes ses ressources sur la maladie, mais qui met ses ressources sur prévenir et augmenter la santé. La santé, c'est comme une ressource, c'est comme nos eaux, nos forêts. Il faut les protéger, il faut la maintenir et ça appartient au bien commun. Donc, oui, évidemment, il y a beaucoup de problèmes organisationnels, mais il faut renverser la machine. Il faut essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la santé et il va y avoir moins de gens en CHSLD, il va y avoir moins de gens et les gens en perte d'autonomie, ils vont en avoir moins. Il ne va pas les éliminer, mais ils vont en avoir beaucoup moins et on va éliminer beaucoup de souffrances humaines pour rien. Merci, merci beaucoup. C'est une perspective que je partage beaucoup, mais évidemment, je dirige un institut santé-société qui est beaucoup axé sur la prévention. Si je me permettrais alors peut-être de vous poser une question plus à Lydia, parce que, je vais être honnête, ce n'est pas une vraie question, c'est un commentaire. autant me dévoiler tout de suite. C'est plus autour de la promotion de la santé, pour travailler autour de beaucoup de personnes, des milieux de la santé, des milieux médicalo-centrés, on pourrait dire. Quand on me parle de promotion de la santé en général, c'est comment je vais dire aux gens quoi faire. Et je ne pense pas que ce soit ce que le réseau met de l'avant. On a eu une collaboration commune d'ailleurs sur les alternatives menstruelles, et c'est clairement pas ce qu'on a mis de l'avant. Mais je pense que c'est ça, c'est plus un commentaire, c'est de là, quand on parle de promotion de la santé, c'est pas des grandes affiches pour dire aux gens quoi faire. C'est beaucoup plus, je crois, dans une perspective que les personnes aient une plus grande autonomie par rapport à leur propre santé. Mais ce n'est pas juste la plus grande autonomie, c'est vraiment miser sur ce qui aide à la santé. Et on sait ce qui aide à la santé. On sait que la pauvreté, la violence, on sait que la discrimination systémique, on sait qu'est-ce qui nuit à la santé. On sait que les déserts alimentaires, on sait que les conditions de logement, bref,
c'est miser sur ce qui va favoriser la santé. Et ce sont en gros les conditions de vie, puisque la génétique est pour 5 ou 15% des conditions de santé. Tout le reste, ce sont des facteurs collectifs. Il y a évidemment une possibilité de facteurs. Donc, il faut miser sur la littératie, il faut avoir du transport actif, il faut avoir un logement et des lieux qui sont sécuritaires et qui font la promotion aussi. Et il faut surtout avoir des liens sociaux. Il faut recréer les liens de solidarité, commencer par la ruelle, ensuite le quartier. Il faut rebâtir le tissu social. Et le groupe communautaire, on a une large expertise là-dessus. Donc, il serait temps de nous valoriser. Et je veux juste terminer là-dessus. Les annonces de millions de dollars qui ont été donnés au groupe communautaire ou en santé mentale, il y en a à peu près un tiers à un moitié qui est arrivé sur le terrain. Donc, il y a encore énormément d'affaires pour créer des ponts entre le milieu communautaire, les universitaires, les institutions, les ministères de santé, parce qu'on est tous face au même problème, on fait tous partie du problème et en fait, il faut faire partie de la solution. Je veux rebondir, si je peux, sur ce que Lydia vient de dire pour remettre encore une fois en perspective l'ultra-centralisation qui a fait qu'on a éloigné de plus en plus les moyens d'action locaux sur la construction, l'animation de la solidarité au niveau local et donc de la prévention également. Alors, moi, je pense que si nous voulons vraiment inverser ce cycle-là de diminuer sans cesse la prévention, la promotion de la santé, il faut qu'il y ait une nouvelle direction de décentralisation vers les communautés locales pour saisir tout ce qui a germé là, pendant la pandémie. Moi, je l'ai observé, je l'ai passé en grande partie dans un tout petit village où il y avait bien quelques organisations communautaires, mais le dynamisme qu'elles ont pris, ces organisations-là, à l'occasion de la pandémie, c'est fantastique et je l'ai vu ailleurs aussi. Et il faut trouver une façon de canaliser positivement cette prise en charge, cette auto-prise en charge citoyenne qui va porter beaucoup plus vers la prévention et la solidarité que vers simplement, du top-down. Je pense qu'il faut que ce soit du bottom-up et non pas du top-down. Je vais juste réagir également là-dessus sur le fait que, pour moi, quand on parle de promotion de la santé, il y a un élément qu'on oublie très souvent. C'est vrai que c'est souvent très prescriptif en quelque sorte. On dit quoi faire. Or, on ne se pose pas la question de savoir quelle est la signification de la santé pour les personnes, en fait. Parce que la santé, par exemple, si on prend la santé mentale, il y a des personnes qui vont vous dire la santé mentale, c'est un équilibre entre mon bien-être, mes émotions et tout. Mais il y a des personnes, par exemple, qui vont mettre l'accent sur la spiritualité. Ça va être un aspect très important. Donc, si on commence à se poser la question de la santé, il faut aussi inclure le pluralisme des valeurs et comment la santé se réfère à ces différentes choses, en fait, et à des choses qui font sens de manière très différente d'un individu à un autre. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment partir des patients, des individus, avant de partir vers quelque chose qui est prescriptif et qui inclut de se conformer à une norme de ce qui est être en bonne santé ou les services que l'on reçoit. Et donc, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir recevoir certains services, d'autres qui vont faire le choix de recevoir d'autres services. Il y a des personnes qui... Et je pense qu'il faut avoir cette clé de compréhension pour revoir un peu nos institutions, nos organisations. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Il ne faut pas vous gêner, sinon c'est moi qui vais poser toutes les questions. Alors, moi, j'ai une intervention additionnelle que je voulais faire, si je peux. Oui, allez-y. Moi, je voudrais revenir sur un point très vrai, très touchant et qui est très interpellant pour moi, là, qui était soulevé par Agnès concernant l'instrumentalisation forcée des immigrantes dans le réseau notamment
des ressources intermédiaires. Écoutez, moi, comme je le disais, là, ça fait 10 ans que je préside l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Et donc, j'ai été mêlé de très, très près aux négociations avec le gouvernement du Québec via sa machine à négocier. Je vous dirais que c'est une des expériences les plus frustrantes de ma vie professionnelle parce que j'ai progressivement développé là, une compréhension qu'on construisait un système, dans le fond, de sous-traitance à rabais dans le réseau de la santé, qui était celui des ressources intermédiaires, qu'on tenait en laisse de façon très, très, je veux dire, arbitraire, et qui était, comment je dirais, la terre d'accueil pour les femmes immigrantes qualifiées ou peu qualifiées, mais qui désiraient travailler dans le secteur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il nous a fallu 10 ans de négociations pour atteindre la première marche d'avoir la capacité d'avoir des budgets de formation récurrents pour pouvoir développer des habiletés chez les préposés aux bénéficiaires des ressources intermédiaires. On a développé, bon, l'État québécois a développé des programmes spécifiques pour former les préposés en résidence pour personnes âgées en RPA. Il en a pour les préposés dans le secteur public, mais il refusait systématiquement d'avoir des exigences et donc des capacités de formation pour les préposés œuvrant en ressources intermédiaires. Doublé à ça, une structure salariale qui est imposée, qui est appuyée plus sur le salaire minimum que sur le salaire payé dans le réseau de la santé, ça va de soi. Donc, j'ai vu cette mécanique-là. Écoutez, bien avant la pandémie, hein, on a fait toutes sortes de propositions pour améliorer les conditions de travail, améliorer la rémunération. Bon, là, dans la dernière, que je ne peux pas dévoiler, là, qui est dans la dernière entente, les choses vont être améliorées. Mais néanmoins, quand je disais qu'il faut briser cette dichotomie, cette vision manichéenne de dire il y a le réseau public et il y a un réseau privé qu'on ne dira pas, mais à qui on sous-traite, puis qu'on étrangle financièrement, puis après ça, si ça ne va pas bien, ben on va les exécuter sur la place publique, passez-moi l'expression. Le per-dixième moyen d'une ressource intermédiaire, c'est 130 $ environ par jour, alors que c'est de 280 à 300 $ dans un CHSLD et 1200 $ dans un hôpital. Donc, je me dis, il n'y a pas deux sortes de citoyens, là. Qu'on soit dans une ressource intermédiaire, qu'on soit à domicile ou qu'on soit servi par un organisme communautaire, les ESAB, là, ils se font imposer des mêmes conditions salariales très difficiles pour opérer. Donc, dans les solutions, c'est certain qu'il faut que l'accent soit mis sur l'égalité des citoyens, puis qu'à travail égal, ben, conditions de travail similaires, sinon égales. Autrement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un système qui vise à discriminer un type d'organisation et souvent des personnes plus, comment je dirais, donc plus faciles à discriminer que d'autres. Alors, je voulais simplement souligner, Agnès, à quel point ce que vous observez, moi, j'ai pu voir comment ça se construisait, dans le fond, dans les négociations avec l'État. Et je ne blâme personne, là, les gens, c'est pas une déclaration politique partisane, là, mais en 10 ans, c'est ce que j'ai observé.
Merci, merci Michel. Lydia, il y a eu je vous ai vu une réaction. Et pour tout le monde, là, pas garanti que je vois toujours les réactions en ligne, alors gênez-vous pas pour les répéter si, s'il y a lieu. Mais Lydia, ça, je l'ai vu au moins. Micro. Excusez-moi, je me fais attraper à chaque coup. Je vais être brève parce que j'aimerais vraiment aussi entendre les gens. C'est que ça démontre à quel point la santé est un rapport social. Et ce n'est pas pour rien qu'on a pris des mesures, par exemple, par rapport aux personnes itinérantes. Ce n'est pas pour rien que ça a pris presque un an pour débloquer des fonds pour les femmes en situation de violence conjugale. Il a fallu 10 féminicides pour arriver à ça. Ce n'est pas pour rien que les personnes handicapées ne sont pas retenues. Ce n'est pas pour rien que les femmes marginalisées ou les personnes racisées, les femmes autochtones, ce n'est pas pour rien et les études l'ont démontré, Kim en a parlé hier, c'est elles qui ont plus souffert aussi de la pandémie. Donc, c'est elles dont l'état de santé était faible déjà avant et qui ont aussi plus souffert de la pandémie en termes d'affection, en termes d'accès aux soins, etc. C'est pas pour rien que Montréal-Nord n'a pas les mêmes services que Outremont. Bon, je peux continuer pendant longtemps. Donc, quand on parle de promotion de la santé, on parle d'exclusion sociale. Ça a un lien direct. On parle de rétablir l'égalité entre les citoyens et d'abandonner le système de santé de one size fits all, le syndrome de la taille unique, où on est tous censés, des savoirs à prétention universelle, où on est tous censés cadrer, et comme par hasard, ça tombe toujours dans la majorité. Donc, penser la santé et penser promotion de santé, c'est justement donner la voix à ces besoins multiples et de les inclure dans un système de santé. Merci. C'est un des mots que j'entends aujourd'hui en particulier qui ressort, solidarité, égalité, mais dans son sens d'équité aussi, là, plus. Et je vous demanderais, j'ai une question pour vous, vraiment, mais elle est difficile, bien entendu. Pensez-vous qu'un jour, on va penser qu'une personne qui fait le ménage dans un hôpital ou dans un avion même, sortons, parce qu'on n'est pas si mal pour dire, ah oui, travailleuse essentielle de la santé, mais vous rappelez-vous le nombre de sacs de farine qui se sont vendus dans les premières semaines du confinement? Qui était là pour accueillir les patients, oui, justement, les clients et les clientes? Qui s'est fait imposer de vaporiser sa caisse à toutes les 10 minutes, qui a été exposé aux contaminants à cause de ça et qui gagne le salaire minimum avec des horaires variables absolument impossibles à gérer pour la conciliation travail-famille. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ce genre de travailleurs et surtout de travailleuses, puisque ce sont majoritairement des femmes, on va considérer que leur travail est aussi important que celui d'un joueur de hockey? Croyez-vous que c'est possible? Ou c'est moi qui suis... C'est sans doute utopique, mais moi, je rêve que si au lieu d'avoir pris la direction que nous avons pris depuis 20 ans, de centraliser toujours davantage, d'étatiser toujours davantage, que l'on prenait la direction de communautariser au maximum la vie, les services. Je pense que quand on est au contact physique de la personne, au dépanneur du coin, au service, peu importe lequel, et que l'on sent la solidarité humaine, je pense que, comment je dirais, donc, je pense que la solidarité humaine va s'exprimer davantage si le pouvoir, si les décisions sont plus prises dans un environnement de proximité que prises quelque part où on se sent dépersonnalisé et puis qu'on sent tous qu'on devient un peu comme des numéros. C'est peut-être comment je dirais, dans mon utopie que small is beautiful, comme on dit, puis que c'est au niveau des communautés locales qu'il faut beaucoup travailler pour remonter les solidarités dans les quartiers, dans les rues, les ruelles, comme vous le disiez tout à l'heure.
Mais je vais intervenir là-dessus dans le sens où, bon, j'aimerais bien effectivement qu'un jour, on arrive à une situation où, oui, on reconnaît que tout travail est nécessaire, tout travail a une fonction pour le maintien de la société, pour le maintien de la vie, euh, mais on en est loin. Et on en est loin parce que pour l'instant, on a créé, disons qu'on est... Mais ça, je pense que ça révèle quelque chose sur la création un peu du monde, un peu, pas la création au sens créationniste, mais sur la façon dont le monde est structuré et organisé. Parce que finalement, qu'est-ce que ça révèle? Depuis la pandémie, ben, il y a un élément, moi je suis assez, je ne vais pas nécessairement souvent dans les magasins, c'est sûr, mais j'ai remarqué qu'il y avait plus de personnes racialisées, par exemple. J'ai vu beaucoup plus de femmes voilées dans les magasins. J'ai vu beaucoup plus de personnes racialisées, généralement, plutôt des personnes jeunes et plutôt des femmes. Et ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis dit, tiens, pendant que nous, on a le choix, enfin, pendant que les personnes privilégiées ont le choix de rester chez elles, bah, finalement, ce sont les personnes racialisées qui se mettent à risque. Effectivement, les risques de contaminants, le risque du coronavirus et le risque aussi de l'agressivité parce qu'au départ, toutes ces mesures ont aussi produit une certaine agressivité de la part des consommateurs. Donc, automatiquement, donc je pense qu'on pourrait peut-être aspirer à ça déjà, premièrement, si on reconnaît la valeur de l'essentiel, qu'on dit, bah, tiens, il y a des métiers vraiment qu'on devrait regarder comme importants parce qu'essentiels. Et deuxièmement, si aussi on prend conscience qu'on est dans des structures de pouvoir, en fait, des structures de pouvoir genrées, racialisées. Je ne veux pas mettre l'accent sur le fait que le gouvernement du Québec refuse de reconnaître le racisme systémique, puisque racisme systémique équivaudrait, dans l'idée du gouvernement Legault, à dire que les Québécois sont racistes. Or, ce n'est pas ce qui est dit. Donc, voilà, tant qu'il y a certaines notions comme le racisme systémique ou les injustices structurelles, tout simplement, qui régissent le capitalisme mondial ne sont pas reconnues ou vues, ben, je pense qu'on ne pourra jamais arriver à cette reconnaissance du travail essentiel. Parce qu'il faut comprendre que c'est structuré depuis des siècles, en fait, finalement. Cette hiérarchisation des individus et quand le monde pète, en quelque sorte, quand le monde est en crise, eh bien, c'est encore ces individus qui permettent de maintenir la vie, en quelque sorte. Je savais que c'était une question un peu teintée d'optimisme, mais je crois qu'il faut malgré tout les apporter pour qu'on ne reste pas derrière des réponses qui sont « Ah oui, mais c'est la nature humaine. » Vous avez dû recevoir cette réponse-là, chacune et chacun à votre tour, parce que ce n'est pas la nature humaine et c'est assez démontré. Et oui, la reconnaissance, je pense, Agnès, la reconnaissance de ce que peut être les injustices structurelles pour avoir un langage politique plus... Mais il y a dans nos systèmes du sexisme structurel, du racisme structurel, du capacitisme structurel, en fait. Oui, mais reconnaître ça, et c'est ça qui est vraiment dommage, je dirais, ce n'est pas dire que les Québécoises et les Québécois sont racistes ou sexistes. Ben non, ça serait plus les Québécois en général, mais que les Québécois. C'est dire, dans nos structures, il y a un problème et il faut les travailler. Mais c'est très, enfin, ça c'est la chercheuse en communication en moi, j'imagine, qui trouve difficile de penser que si on nomme pas les choses, on peut les transformer. Mais pour rebondir là-dessus et sur une vague beaucoup plus positive, je crois que quand même en même temps, malgré tout, il y a la pandémie a permis de souligner des enjeux. Parce que le fait que le monde s'arrête comme ça, je pense surtout l'année dernière, en mai 2020, tout d'un coup, les gens se sont rendus compte que bon, il y avait des personnes en situation d'itinérance. Je veux dire, mais quand on est chez nous protégés, on se dit, mais tiens, comment font les gens? Les magasins sont fermés, mais comment ils vont faire ils n'auront aucun endroit pour aller faire leurs besoins. C'est des questions auxquelles on se pose, auxquelles on s'est posé.
Donc, on s'est rendu compte aussi de nos privilèges. Et les personnes en situation de vulnérabilité, elles ont fait aussi un pas en avant pour pouvoir démontrer et montrer l'importance de leurs besoins. Et on en a pris conscience. Donc ça, le simple fait que ça nous a donné cette prise de conscience, je pense qu'à partir de là, on va pouvoir avancer, on va pouvoir mesurer les choses beaucoup plus efficacement, on va pouvoir les reconnaître. Cette pandémie, en quelque sorte, elle nous a offert cette chance d'une manière positive, si je peux dire, positivement. Tout n'aurait pas été, en tout cas, du moins, il faudrait l'avoir et se dire en se disant, bah, tout n'aura pas nécessairement été mauvais, au moins on aurait pu reconnaître des choses, reconnaître ces injustices structurelles. Merci pour un regard plus positif. Je vous demanderais peut-être, parce qu'on approche de la fin, et à votre avis, si vous deviez nous dire à chacune et chacun d'entre nous ce qu'on devrait faire la semaine prochaine, ou qu'est-ce qu'on devrait continuer à soutenir ou tout ça, est-ce que vous auriez quelques mots pour nous? Je sais pas une facile. Moi, je pense que, écoutez, la réponse qui me vient spontanément, c'est l'engagement. Ça prend de l'engagement. Si on veut que les gouvernements canadiens, québécois se donnent une priorité, par exemple, relative à l'engagement financier envers les personnes vulnérables qui se retrouvent, que ce soit à cause de l'âge, d'un handicap de naissance, de santé mentale ou d'autres. Visiblement, on a un retard par rapport aux grands pays de l'OCDE. Je pense que militer d'une manière ou d'une autre, parler, proposer, être actif, s'engager, c'est important. Je crois que de pousser dans nos organisations pour qu'il y ait une analyse rétrospective et prospective. Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour l'avenir? Ça devrait se faire au plus haut niveau. Moi, ça m'inquiète de savoir, écoutez, j'étais convaincu le jour où le gouvernement a décidé de déplacer les personnes âgées en milieu hospitalier vers les CHSLD, j'étais convaincu que le réseau des CHSLD allait s'écraser parce qu'il ne pouvait pas prendre cette charge-là. Il y a eu un gros manque d'analyse, de connaissance de la réalité terrain quand cette décision-là a été prise, selon moi, là. Alors, si on ne fait pas d'analyse rétrospective, comment peut-on faire de l'analyse prospective pour essayer d'avoir dans nos organisations des mesures? Finalement, moi, je me dis, les organismes communautaires là, dans lesquels on peut travailler, ben moi, je propose, là, je me dis, un grand mouvement de réappropriation de la démographie puis des services de prévention et de première ligne pour les services à la jeunesse puis les services au grand âge et aux personnes handicapées. Alors, c'est des moyens qui sont à la portée de s'engager, de promouvoir, d'en parler, d'essayer d'initier le mouvement. Merci beaucoup, mesdames. Un petit 2 minutes. Allez-y, Lydia, si vous voulez. Yes. Bon, allez-y, Lydia. Moi, je dirais ce qu'il faut faire, d'abord, il faut prendre soin de soi. Okay? On a tendance, surtout nous les femmes, là, on a tendance à prendre soin des autres et pas de soi, surtout de sa santé mentale. Il y a beaucoup de détresse, beaucoup de frustration, beaucoup de colère non exprimée. Il y a des choses à faire pour compenser les douleurs. Donc, bon, d'abord prendre soin de soi. Et deuxièmement, l'OMS l'a dit dans Combler le fossé, partager le pouvoir. Il n'y a rien à faire. Tant qu'on ne partagera pas les ressources, l'argent et le pouvoir, et on en a tous à différentes échelles, on n'arrivera à rien. Donc, dire non, avoir le courage de dire non, ça suffit.
et accepter humblement qu'on n'est pas le centre de l'univers et on partage le pouvoir parce qu'on a toujours une prise de pouvoir sur soi-même et sur les autres. Et ça va remonter dans la machine tôt ou tard. Merci beaucoup Agnès. Oui, moi en fait, ce qui est aussi inspiré par ce panel, je pense que on a beaucoup mis l'accent sur effectivement restaurer le pouvoir et redonner la place aux personnes aux personnes vulnérables. Alors, je pense que peut-être que après cette crise, une fois que nos systèmes hospitaliers, nos systèmes de soins de longue durée seront un peu moins surchargés, peut-être se poser la question de qu'est-ce qui nous a conduit à cette crise, qu'est-ce qui a fait parce qu'on ne peut pas le faire si on n'analyse pas quel était le maillon dans le système qui posait problème par rapport à l'arrimage, qu'est-ce qui n'allait pas. Il faut se poser cette question d'abord. Ensuite, se poser la question en demandant aux personnes qui ont vécu ces événements, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être les personnes qui les accompagnent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer un système nouveau. Donc, je pense que vraiment, c'est dans l'idée de faire des choix, d'analyser. Merci beaucoup à tous les trois. Merci en rétrospective aussi aux personnes qui étaient là hier. Personnellement, en tout cas, je suis très heureuse de ce débat, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a appris. On a reçu beaucoup de commentaires aussi de personnes qui avaient beaucoup apprécié. Il y avait personne tout à l'heure qui veut montrer les panels à ses étudiants et étudiantes. Je pense que c'est un très bon signe. J'aimerais, puisque déjà des gens doivent partir, et ça, c'est tout à fait légitime quand on annonce une heure de fin. Encore une fois, merci. Et surtout, rappeler à celles et ceux qui sont avec nous maintenant que c'est un des rôles de l'ISS de donner la parole, de favoriser les échanges sur les enjeux de santé et société et que vous pouvez, nos moyens sont limités, mais nous avons deux personnes extrêmement actives dans cet institut, une plus que l'autre, Kate Bouchard, notre coordonnatrice. Et n'hésitez pas à nous écrire et s'il y a moyen qu'on soutienne. Ce qu'on fait beaucoup, notre rôle comme institut, c'est mettre des gens en relation et organiser des événements publics de ce type-là. Donc, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Je ne vous fais pas la promesse qu'on va tout accepter. Comme je vous disais, nos moyens sont limités, mais certainement, on va y réfléchir. Ça, c'est sûr. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.